On va parler de Varroos. Tout d'ailleurs, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette année. L'année dernière, bon, c'était une année qui démarrait bien, et puis après, il y a eu quand même quelques soucis, notamment avec la sécheresse, et puis après avec une grosse pression avec le frelon. Donc, j'espère que l'année apricole sera meilleure cette année. Pour l'instant, on a eu un gros coup de froid en décembre, donc ça, c'est favorable normalement pour tuer pas mal de fondatrices au niveau du frelon. Là, actuellement, on voit des abeilles qui rentrent du pollen, donc ça veut dire que ça commence et on voit les chatons de noisetiers. Donc, il y a quand même une reprise de la ponte dans certaines ruches. Donc, attention quand même, parce que c'est assez précoce, donc il faudra surveiller peut-être les apports de nourriture éventuellement si vos ruches sont un peu légères. Voilà, donc on va parler ce soir donc de Varroose, donc tout ça pour vous aider à bien choisir vos traitements. Hein, vous savez, on a déjà parlé l'année dernière, hein, les traitements, c'est pas uniquement mettre des lanières, donc là, il faudrait que j'arrive à bouger. Hop. Bon, j'arrive plus à faire bouger, mais faut que j'enlève peut-être mon partage là. Je vais redémarrer mon partage parce que ça ne marche plus. Hop, et là encore. Voilà, donc on parle du varroa, dans nos petits varroas phorétiques. Hein, on verra tout à l'heure que c'est uniquement 20% des varroas. Et les autres, c'est surtout des varroas qui sont dans le couvain. Donc, il y a des choses qu'on répète, mais c'est important de les savoir. Hein. La biologie du varroa, c'est quand même un élément important. Ça, c'est une très vieille courbe, hein, donc, où on vous montre en bleu là, le développement du varroa. Je pense que ces courbes, elles ont besoin d'être remises à jour parce qu'avec les colonies de bugfast qu'on a maintenant, des colonies très populeuses, je pense qu'en automne, on a des abeilles, on n'a pas des chutes comme on voit là sur la courbe rouge. En septembre, octobre, on a beaucoup plus d'abeilles et donc, comme on a beaucoup plus de couvains, on a aussi beaucoup plus de varroa. Donc, c'est là où, dans ce que je vais vous dire, il faudra savoir évoluer un petit peu et s'adapter. Hein. L'apiculture devient de plus en plus technique et donc toutes ces conférences, c'est pour vous aider à mieux vous repérer et à évoluer dans vos pratiques. Donc, les varroas sont phorétiques pendant 4 à 11 jours en moyenne, hein, donc ça ne représente que 20% des varroas présents dans une ruche. Ils préfèrent aller sur les nourrices. Pourquoi? Parce que les nourrices, elles sont bourrées de corps gras, bourrées de vitellogénine, donc des bonnes protéines, et donc leur fertilité est meilleure. Donc, hein, ça, c'est important. Plus ils peuvent faire 2, 3, 4, 5 en reproduction, hein, 5 éléments varroa dans une cellule, et donc surtout dans les cellules de mâles, ça dure plus longtemps. Et donc pour eux, ils cherchent toujours l'efficacité, donc ils savent choisir les nourrices. Le varroa, il va rentrer dans une cellule environ 20 heures avant operculation dans les cellules d'ouvrières, et dans les cellules de mâles, c'est un petit peu plus tôt. Il va se cacher sous, hein, il sécrète même des substances pour qu'on ne le repère pas, et donc après, il va avoir operculation. Et donc, ensuite, la fondatrice va percer la cuticule de la pronymphe, hein, dès le début. On appelle ça une solution de continuité. Donc, il y a un trou, hein, parce que les varroas non matures, hein, n'ont pas les éléments pour aller attaquer la cuticule de la nymphe. Et donc, c'est la fondatrice qui va faire le travail pour eux. Et après, ils pourront aller se nourrir comme ils voudront en permanence. Là, je vous parle, hein, je fais de la pub pour le guide de la FNOSAD, hein, Varroa et Varroose. C'est votre livre de chevet, j'espère. Et donc, toujours privilégier la prévention. Hein, c'est au niveau de la FNOSAD et au niveau du GDS-AIF. Hein, c'est
On fait des traitements contre varroa, mais la prévention, c'est primordial pour essayer d'utiliser le moins de chimie possible dans nos ruches. Et surtout, nos ruches, elles seront bien plus performantes si on a peu de varroa. Donc, utiliser à la fois des méthodes biotechniques et des méthodes chimiques. Hein, il faut essayer d'associer les deux. Ce n'est pas soit l'un ou l'autre. Hein. Il y a 15 ans, on mettait une fois de la pivard et puis c'était bon. On n'avait pas de soucis, c'était efficace. Et maintenant, on s'aperçoit que pour être efficace, ben, il faut multiplier comme ça les actions. Et donc, c'est le but de la réunion de ce soir. Donc, au GDSIF, on met toujours des ordonnances. Hein, il n'y a plus d'obligation avec les médicaments maintenant à faire des ordonnances. Par contre, lisez bien vos ordonnances. Hein, si on tient à les faire, ça nous complique un petit peu la vie, mais ça vous permet comme ça d'avoir tous les renseignements. Et si vous appliquez à la lettre ce qui est noté sur l'ordonnance, vous aurez une efficacité bien, bien meilleure. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal de problèmes de non-emploi dans les règles des médicaments. Donc, respecter la durée, la posologie, les précautions d'emploi et respecter les mielés. Et surtout, on ne fait qu'un traitement à la fois. Hein. Parfois, ça nous arrive d'avoir des gens qui nous commandent à la fois de la pivard et de la pistan. Non, on ne peut pas mettre comme ça deux traitements différents dans les ruches. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. On traite toutes les colonies et surtout, on contrôle les résultats. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à passer dans les mœurs, hein, le contrôle des résultats. Et donc, c'est vraiment quelque chose de primordial. On voit, moi, actuellement, j'ai vu chez des jeunes, là, des ruches qui étaient très populeuses. Je pensais qu'on allait avoir des varroas à la saison. Et non, là, après comptage, on n'a rien du tout. Mais ça, on ne peut le savoir qu'après comptage. Quoi. Donc, les gens avaient mis de la pivard pendant 12 semaines. Et on s'aperçoit quand même qu'on n'a pas du tout, on a moins de 1 varroa par jour. Donc, c'est du bon travail. Donc, les commandes et la délivrance, donc ça, c'est ce qu'on commence à faire. Hein. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont commandé sur le site. On traite après la dernière récolte. Bon, tout ça, vous le savez. Les différents médicaments, donc on a l'Apivard, l'Apistan. Happy Life Var, on a introduit l'année dernière le Varobed, hein, qui est de l'acide formique et de l'acide oxalique. Le Formic Pro, hein, qu'on pourrait utiliser. Bon, je vais vous montrer après, il y a des pays qui utilisent beaucoup plus l'acide formique. Les gens qui utilisaient avant le Max ont eu des soucis avec le réchauffement climatique. C'est parfois un peu difficile en été de trouver la bonne période pour ne pas avoir trop d'évaporation le même jour d'acide formique et donc parfois des abeilles qui quittent la ruche. Et donc l'acide oxalique, c'est un produit, on voit d'année en année, hein, il est de plus en plus commandé. Et donc l'oxybi ou l'apibioxal hein, sont des produits quand même qui sont bien étudiés pour ça. Bon, il y a encore trop de gens qui utilisent des produits hors AMM qu'on va acheter chez le Leroy Merlin du coin. Les stratégies de traitement contre la varroose en Europe. Donc ça, c'est un petit article qui est paru dans la revue La santé de l'abeille, hein, que je vous incite toujours à, quand vous passez commande, n'hésitez pas à investir là-dedans. Pour 20 euros, vous avez un certain nombre de numéros et des articles très, très techniques et de grande qualité. Donc, en Europe, il y a 3 types de traitements principalement utilisés. Donc, le plus utilisé sont les lanières d'amitrase qu'on pose en août et qu'on laisse en septembre, octobre. Moi, personnellement, je préfère les mettre fin août et puis les laisser jusqu'à fin novembre parce qu'on a des problèmes de recontamination. Et bon, là, actuellement, c'est ce qui est fait et on va en discuter un peu plus tard. Donc, 6 colonies sur 10 dans l'Union européenne sont traitées avec ce type de lanière. Donc, les acides organiques, donc là, l'acide oxalique et l'acide formique, des pays comme l'Allemagne, la Suisse. En Suisse, la mitrase est interdite. L'Autriche, la Suède sont des pays qui utilisent beaucoup ces acides, donc avec certaines contraintes quand même particulières. Et certains pays, notamment les pays de l'Est, hein, Pologne, Roumanie, utilisent des fumigations à la mitrase. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible chez nous, mais ce sont des choses qui existent dans certains pays.
Donc, l'enquête aussi montrait qu'il y avait une surveillance des niveaux d'infestation chez 63% des apiculteurs, moi, ce qui me paraît énorme. Hein. Je ne suis pas sûr qu'en France, on soit à ce niveau-là. Le retrait de couvain mâle est utilisé chez 44% des apiculteurs en UE, là aussi des chiffres impressionnants. Et je vais encore insister ce soir là-dessus, c'est vraiment une technique très, très intéressante et qui vient en complément du traitement chimique. Et on assiste à une diminution partout de l'emploi des huiles essentielles, du thymol. Et par contre, c'est remplacé par un développement important de l'utilisation de l'acide oxalique et de l'acide formique. Alors là, j'ai mis respecter les recommandations de traitement améliore la survie des colonies. Et c'est une étude qui a été faite en Suisse. Hein, les Suisses ont tout un système d'organisation avec des techniciens qui fonctionnent bien. Et ils ont constaté qu'en cas de non-respect strict des recommandations, on avait un taux plus élevé de varroa, avec une mortalité hivernale beaucoup plus importante, hein, qui pouvait être de 10 à 25 fois plus importante. Et tout ça, c'est associé à la non-conformité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, eux, ils n'utilisent pas d'amitrase, hein, ils utilisent par exemple l'acide formique, mais pour eux, c'est 2 traitements à l'acide formique. Donc, les gens qui n'utilisaient qu'un seul traitement, bah, ils pouvaient avoir beaucoup plus de mortalité que les autres. Donc, respecter les dates, le bon nombre de traitements, et le groupe qui était conforme n'avait que 2% de mortalité, alors qu'on peut monter à 20% pour les autres. Donc ça, c'est un exemple avec ce système suisse, mais en France, avec notre Amitraz, c'est la même chose. Hein, quand je vois, moi, des gens qui laissent, notamment chez les pros, mais pas que, qui laissent jusqu'au printemps les lanières d'amitraz, il ne faut pas s'étonner qu'on ait ensuite des problèmes de résistance. Donc là aussi, même si c'est vrai, il faut réouvrir les ruches. Hein, moi, quand j'ai voulu enlever mes lanières au mois de décembre, il faisait froid, j'ai attendu un petit peu, mais après, dès qu'il y a une période un peu plus favorable, on peut le faire. Et c'est quand même important de ne pas les laisser 3 mois supplémentaires. Donc, pourquoi il n'y a pas toujours conformité des traitements, hein? Parce qu'on a des réticences à changer nos habitudes, hein, ça, tout un chacun est comme cela. Le GDSIF essaie de promouvoir les bonnes techniques, hein, c'est pour ça que je parlais de l'ordonnance, donc il faut essayer d'avoir un respect le plus complet possible. Donc, à la fois sur les dates, hein, la durée de traitement. Hein, autrefois, les durées de traitement, c'était bien moindre. Hein. Au départ, c'était 8 semaines, hein, avec la mitrase. Maintenant, on est passé à 12 semaines. Et c'est vrai que c'est intéressant de laisser plus longtemps et ça évite les réinfestations. Parce qu'on parle beaucoup de résistance à la mitrase. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes de réinfestation. Placez correctement dans le couvain. Hein. Quand vous enlevez vos lanières et que vous voyez qu'il y a des lanières qui sont encore toutes blanches et tout, il n'y a pas eu du tout de propolis dessus, donc ça signifie que vos lanières n'étaient pas forcément placées au bon endroit. Et d'ailleurs, vous le remarquez tout de suite, parfois vous voyez que la grappe a bougé et donc les lanières n'étaient plus au bon endroit. Donc sur ce type de ruche, il faudra bien vérifier que le taux de varroa, hein, de chute naturelle de varroa soit inférieur à un varroa par jour. Donc, le nombre de lanières, là aussi, il y a des gens qui veulent faire des économies, qui mettent qu'une lanière au lieu de 2 parce qu'ils trouvent que hein, leur colonie n'est pas très importante. Donc, on va faire une économie. Et c'est une fausse économie, hein, parce qu'après, vous perdez votre colonie. Et donc, pour en racheter une ou en refaire une, ça coûte quand même cher. On traite toutes les ruches, là aussi. Hein. Il faut essayer de prévoir quand vous faites vos commandes et essayer de bien voir combien vous allez avoir de ruches. Vous savez que vous allez avoir un pourcentage d'essaim. Donc, essayez de calculer au mieux pour ne pas être en déficit. Et il suffit d'une ruche ou deux qui ne soient pas traitées. Et donc, ça favorise quand même la réinfestation. Je lisais d'ailleurs aujourd'hui sur, je crois, sur la dernière revue qui arrive aujourd'hui, l'Abeille de France. Hein, on a comme ça des gens qui ont étudié, je ne sais plus dans quel pays c'était, je crois que c'est en Allemagne, sur les abeilles mellifera, mais sauvages, qui sont dans des trous d'arbres ou ailleurs, et ils s'aperçoivent que finalement, on pense que ces abeilles-là, elles résistent plusieurs années, et bien souvent, non, ce sont des nouveaux essaims qui recolonisent ces trous. Donc, la résistance naturelle hein, des abeilles, des essaims échappés comme ça, elle est quand même très faible. Donc, il ne faut pas trop compter quand même
laisser les abeilles sans aucun traitement. Donc, retirer tous les traitements et bien les recycler. Hein. Donc, il faudra nous amener lors de l'Assemblée générale au mois de juin vos anciennes lanières. Et donc, nous, on les fait recycler par Chimirecle. Hein. Et donc, là, on est dans les règles. Et donc, surtout, pensez à effectuer des comptages. Donc, là, actuellement, c'est intéressant de voir un petit peu après vos traitements où vous en êtes pour que les abeilles elles puissent bien redémarrer au printemps. Et si vraiment il y avait des chutes naturelles encore de façon conséquente actuellement, il ne faudrait pas hésiter à faire un traitement comme ça dès que possible. Je vous dis, hein, le couvain, ça va redémarrer, mais il est encore possible de faire d'acide oxalique et éventuellement, euh, on peut, soit avec les deux produits avec AMM ou éventuellement même une fois du varomètre. Donc, l'AFNOSAD fait chaque année ses tests d'efficacité. Hein, et donc, l'Apivar, là, il recommande de laisser 70 jours. On fait ensuite un contrôle d'Apistan pendant 4 semaines. Pour l'Apistan, c'est 56 jours et on fait un contrôle d'Apivar 4 semaines. Pour l'Oxybi, on fait un encagement de reine pendant 25 jours. Puis, on fait de l'Apivar pendant 6 semaines pour le contrôle. Et le Formic Pro, on fait le retrait des bandes au bout de 8 jours. Et c'est 4 bandes hein, pour le Formic Pro. Et ensuite, on fait un traitement de contrôle à la Pivar. Donc, ces traitements de contrôle, ça nous permet de calculer un pourcentage d'efficacité. Donc, pourcentage d'efficacité, c'est le nombre de varroas tombés sur le nombre de varroas tombés pendant le contrôle. Hein, le nombre de varroas tombés pendant le test sur le nombre de varroas tombés en contrôle. Le nombre de varroas résiduels, bon, ben, ça, vous le connaissez, hein, donc c'est le pourcentage de colonies qui ont moins de 20 varroas. Donc ça, c'est sur des comptages sur 200 ou 300 abeilles, avec du sucre glace en général. Et on fait aussi la cinétique de chute des varroas pour passer sous le seuil des 1000. Hein. Vous savez que la cinétique de chute n'est pas la même entre Apivar, c'est assez lent avec Apivar, un peu plus rapide avec Apistan et c'est beaucoup plus rapide avec les autres. On va distinguer les médicaments tout à l'heure en fonction justement de cette rapidité d'action. Donc, les résultats des tests, bah, c'est un petit peu inquiétant quand même. Hein. Depuis plusieurs années, on a une baisse régulière et on est à 67% en 2021, à plus de 95% d'efficacité. Hein. Normalement, il faudra avoir 90% à plus de 95% d'efficacité. Donc là, on n'y est pas. Donc, ça pose question. Donc, est-ce que ce sont des résistances? Tout le monde parle de résistance. Moi, je pense qu'on en parle un peu trop. Mais il faut faire attention aux recontaminations. Donc, tous les gens où il n'y a plus de traitement en place au mois d'octobre et novembre, avec le réchauffement climatique, on a beaucoup de réinfestations. Les colonies, elles vont sur des moutardes, sur diverses cultures dérobées. Et donc là, les recontaminations sont énormes. L'apistan, hein, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on alterne avec de l'apistan. Ben, l'année dernière, ce n'était que 21% à plus de 95%. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence et 3 fois moins que l'apivard. Et donc, ça fait qu'une seule colonie sur 5 où on est efficace. Donc, moi, l'apistan, c'est un produit que j'ai jamais aimé parce qu'il laisse des résidus dans les cires. Et en plus, on s'aperçoit, comme c'est le tofluvalinate est utilisé hein, en culture, notamment en arboriculture, donc, ce n'est pas forcément le produit le plus intéressant à prendre. Et donc, si on doit alterner quelque chose, on verra un peu plus loin. Peut-être le Bévarol, mais bon, le Bévarol, c'est de la flumétrine, ce n'est pas non plus une molécule très intéressante. Hein. C'est des produits vendus par Bayer, notre grand copain. Formic Pro, 57% d'efficacité sur les colonies. Hein, donc à plus de 90%. Donc normalement, on doit espérer beaucoup plus. Hein. L'acide formique est très, très efficace. Et on a un petit inconvénient avec l'acide formique, c'est qu'on peut avoir 6% de mortalité des reines hein, ou des désertions. Donc, c'est un produit à utiliser quand même avec précaution et on voit les Allemands qui l'utilisaient beaucoup avant ont un intérêt un peu moindre pour l'utilisation de l'acide formique vu les conditions climatiques.
L'oxybie, bon là dans le cas particulier, il n'y avait pas beaucoup de colonies qui ont été traitées à l'oxybie. Et là, c'est un peu étonnant ces chiffres, 20% des colonies qui dépassaient le seuil d'efficacité de 90%, alors que normalement, l'oxybie et l'acide oxalique, on doit être à 90-95%. Mais ici, on avait une faible infestation de départ, donc les chiffres sont à prendre quand même avec des précautions. Mais les gens qui l'ont utilisé, en général, sont bien satisfaits. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit problème au niveau du nombre de colonies qui ont été testées. Donc, après 15 jours de pose de lanière, on a un pourcentage de varroa tombé qui est de 42% avec la pivard et 48% avec la piston. Vous voyez, c'est un peu plus rapide avec la piston. La pivard, on est à 80% au bout de 6 semaines. Donc, c'est quand même, a priori, des chiffres intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on constate maintenant sur les traitements varroa? Parce que tout ça, c'est pour savoir ce que vous allez plutôt choisir et est-ce qu'une monothérapie, comme on faisait autrefois, on mettait de la pivard après la dernière récolte, on attendait 2 mois, on l'enlevait et puis on était tranquille. Donc, depuis plusieurs années déjà, souvent les gens associent de la pivard avec de l'acide oxalique à cette saison-ci, hors couvain. On a beaucoup de réinfestations tardives, donc la pivard, s'il est mis très tôt, alors qu'auparavant on pensait, et c'est vrai que c'est toujours en parasitologie, quand vous partez sur un nombre de varroa faible, c'est beaucoup plus facile d'être efficace que quand vous mettez de la pivard sur des ruches qui sont fortement infestées. Donc, pour ça, on préconisait de faire des traitements plus précoces. Et maintenant, avec ce réchauffement climatique, il va falloir mettre le traitement un peu plus tard. Et pour pouvoir mettre le traitement un peu plus tard, il faut qu'il y ait eu un autre traitement avant. Et ce traitement antérieur, ça peut être un retrait de couvain mâle au printemps, par exemple. Je vous ai mis en dessous colonies trop populeuses. Alors ça, c'est un vaste débat, mais on sait maintenant que la mode des buckfast sont quand même des abeilles intéressantes à travailler, mais sont des abeilles qui ont tendance quand même, des reines, à pondre beaucoup et elles sont peu hygiéniques et donc elles nettoient peu. Et donc, plus vous avez de couvain, plus vous avez de varroa. Et donc, il va falloir qu'on revienne un petit peu sur nos sélections. Et moi, je suis favorable aux hybrides. Et je pense que progressivement, il faut que chacun sélectionne dans son cheptel des hybrides les plus hygiéniques possibles. Donc, pas assez de comptage, je pense que là aussi, il y a encore un effort à faire chez tout le monde. C'est un peu de temps à passer, les comptages, mais bon, vous mettez vos langes. On vous a distribué l'année dernière on avait acheté 500 supports plastiques là, pour faire les comptages et il faut que ça vous donne un élan et que vous puissiez comme ça faire régulièrement vos comptages et à la saison bien voir si vous avez moins d'un varroa en chute naturelle par jour. Le non-respect des ordonnances, j'en ai parlé tout à l'heure, les apivars qui sont restés trop longtemps ou les apivars qui sont mis les deux au milieu de la colonie pour pouvoir les enlever par le trou du couvre-cadre. Et donc, non, il faut bien les répartir dans le couvain et même si possible, parfois, au bout d'un mois ou un mois et demi, voir s'ils sont toujours bien dans le couvain et éventuellement les dépropoliser ou les déplacer. Ce sont des choses qui améliorent quand même encore l'efficacité de la pivard. Achat de produits hors AMM, moi, ça me met en boule parce que, encore cette année, il y avait des gens qui nous ont dit non, moi, je vais acheter des lanières roumaines, c'est beaucoup moins cher. Et donc, et des pros qui nous disent ça. Donc, sont des produits non autorisés. Les gens qui voudront après avoir des subventions de France Agrimaire chez les pros, ils ne les auront pas parce qu'il va y avoir des factures avec des produits AMM ou l'utilisation d'acide oxalique sans AMM. C'est vrai que l'apibioxal ou l'oxybie sont plus chers que ce qu'on trouve en pharmacie ou chez Leroy Merlin. Mais on ne peut pas faire du bon travail avec des produits dont on ne connaît pas la nature exacte.
Je vous ai mis aussi les cartons imprégnés d'acide oxalique, hein, parce qu'en Argentine, donc, on fait ces bandes qui sont maintenant copiées par les Roumains, avec de l'acide oxalique, mais tremper du carton dans de l'acide oxalique, vous ne connaissez pas la dose, vous laissez ça 21 jours, au bout de 21 jours, vous l'enlevez, vous remettez 21 jours, ça vous fait 42 jours d'acide oxalique, et les abeilles, elles n'aiment pas l'acide oxalique. Hein. Quand vous mettez une fois de l'acide oxalique, pendant 8 jours, vous avez un taux beaucoup plus élevé d'acide oxalique dans les molaires de l'abeille. Et donc, en mettre pendant 42 jours, bon, peut-être qu'on y viendra un de ces jours, mais moi, pour l'instant, je n'y suis pas favorable. Et surtout, s'ils ne sont pas des produits homologués. Donc là, comme comme certains faisaient autrefois avec le tactique, hein, les produits à base d'amitrase, où les gens trempaient les cartons et mettaient ça ensuite dans la ruche. C'est vrai que ça a coûté beaucoup moins cher que d'acheter des lanières d'amitrase. Donc, les pertes dues au varroa sont très élevées en bio, et ça, moi, j'ai encore constaté cette année. Hein, j'ai eu plusieurs apiculteurs bio, dont des pros, hein, qui ont vraiment fait plusieurs traitements en bio avec différents traitements, hein, que ce soit de la pilaifevar, du varromed, de l'acide oxalique, et donc les pertes sont quand même très élevées. On a des produits qui sont moins efficaces en bio. Donc, les éleveurs bio, surtout, ne vous contentez pas de mettre de la pilaifevar, il faut faire du retrait de couvain mâle au printemps, il faut ensuite mettre un produit de votre choix, hein, soit Happy Life ou soit du Varromed, et après refaire de l'acide oxalique plus tard. Et même en faisant comme ça 2-3 traitements de varroa, on voit des pros qui se sont plaints d'avoir des pertes importantes et des quantités de varroa en chute résiduelle très, très importantes. Mais par contre, il y a certains apiculteurs qui ont toujours peu de varroa résiduel et des faibles pertes, donc ça existe, et donc tout le monde doit y arriver. Alors là aussi, hein, j'ai dit, il y a une question de choix d'abeilles, hein, de souches d'abeilles, et je pense que là-dessus, on a de gros efforts à faire. Et donc, après, bien utiliser les médicaments, et là, vous pouvez avoir quand vous faites vos comptages au mois de décembre ou janvier actuellement, bah, vous êtes content parce que vous ne trouvez pas de varroa, mais parfois même pas du tout. Hein, et donc, vous pouvez vous dire que vous avez été bon. Donc, quand vous trouvez ça, bah, c'est un peu plus gênant. Donc là, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on doit faire l'année suivante. Donc, il y a des gens qui nous ont posé des questions sur l'alternance des médicaments. Hein, au GDSIF, on essaye de le faire tous les 5 ans. Hein, moi, c'est ce qui est préconisé. Par contre, moi, personnellement, et je vois beaucoup de pros qui ne le font pas et qui ont quand même de bons résultats. Donc, l'alternance est quelque chose qui est préconisé par la FNOSAD, par les vétérinaires, par beaucoup de monde. Vous alternez avec quoi? Donc, quand vous faites 4 ans de l'aptivar, la 5e année, vous faites de l'apistan, vous avez vu tout à l'heure les résultats avec l'apistan. Et en plus, l'apistan, vous en retrouvez dans vos cires, donc vous avez intérêt à faire des bonnes rotations de vos cadres. Au GDSIF, on envisage pour 2024 peut-être d'utiliser le Bévarol, hein, qui est vendu maintenant par Vetopharma. C'est de la flumétrine, donc c'est des pyrètres. C'est pas bon pour nos abeilles. Hein. Et donc, mais par contre, aux doses utilisées et tout, normalement, il y a peu d'effet sur les abeilles. Mais quand même, c'est moi, je ne suis pas trop favorable personnellement, mais il faudra bien. On a une demande pour ça, donc on vous proposera certainement en 2024 du Bévarol en alternance pour ceux qui veulent le faire, mais on vendra toujours de l'Aptivar pour ceux qui veulent continuer à faire de l'Aptivar. Par contre, ce qui est vraiment préconisé, hein, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est de faire du retrait de couvain mâle au printemps et de l'Aptivar. Donc, retrait de couvain mâle, on va y revenir après, je vous expliquerai un peu comment le faire. On peut le faire, personnellement, moi je le fais 2 fois, mais certains peuvent le faire 3 fois. Les pros qui font ça depuis plusieurs années, ils sont très satisfaits. Vous avez vu tout à l'heure en Europe, c'est quand même quelque chose qui est très, très utilisé, hein, notamment en Allemagne. Et donc, c'est une méthode d'avenir parce que, avec les difficultés qu'on peut avoir avec l'Aptivar pour certains, ça permet comme ça d'accroître l'efficacité par la suite. Et quand vous avez fait 2 ou 3 fois du retrait de couvain mâle au printemps, vous mettez votre Aptivar après la dernière récolte et vous démarrez l'Aptivar avec une quantité de varroa plus faible. Et on sait que l'Aptivar est
plus efficace si on n'a pas une très forte infestation. Et donc, en cas de forte infestation, vous avez même la possibilité de faire un dégouttement en acide oxalique 8 jours avant la pivare. Donc, vous pouvez très bien faire un coup de varomède 8 jours avant la pivare. Moi, je voulais le faire cette année, puis finalement, je n'ai pas eu le temps. Je suis rentré tardivement de vacances. Mais c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Hein. Si vous faites des comptages, vous avez une infestation importante, même si vous avez fait du retrait de couvain mâle, vous pouvez très bien faire une fois un dégoûtement comme ça de votre ruche. Bon, souvent, à cette période-là, elle est quand même assez populeuse. Et donc, ça vous permet après d'avoir un apivare qui sera beaucoup plus efficace, quoi. Donc, l'apivare, moi, je le recommande plutôt de l'appliquer fin août. Hein. Il y a beaucoup de gens qui récoltent en juillet et qui mettent l'apivare aussitôt. Moi, personnellement, je préfère le mettre un mois plus tard, et parce que je récolte fin août, début septembre, ma dernière récolte. Et ensuite, je le laisse 3 mois environ. Donc, ça fait un retrait fin novembre. Et là, vous passez toute cette période avec le réchauffement climatique où on a beaucoup de cultures dérobées, hein, même des fleurs sauvages. Hein. On l'a vu au mois de décembre encore, hein, des fleurs qui ne devraient jamais être là à la saison et qui sont encore là, des pissenlits par exemple. Et donc, on a comme ça une période où l'apivare sera encore efficace. Et donc, ensuite, vous faites vos comptages et, si nécessaire, vous appliquez là-haut fin décembre. Il y a des gens qui font systématiquement de l'apivare et qui font après fin décembre sans faire aucun comptage. Quand vous faites de l'acide oxalique, malgré tout, vous avez quand même, et vous le constatez à chaque fois, hein, les lendemains, vous voyez quand même un certain nombre d'abeilles qui sont devant la ruche ou sur la planche d'envol. Donc, on tue quand même un certain nombre d'abeilles, même si on respecte les doses. Hein, il y a certaines abeilles qui en prennent quand même un peu plus. Et donc, l'acide oxalique, on peut avoir quand même des problèmes, donc pas d'excès. Puis, si ce n'est pas nécessaire, si vous avez des comptages qui sont bons, il n'est pas obligatoire de faire de l'acide oxalique. Hein, à chaque fois, c'est vraiment une adaptation en fonction de son rucher. Bon, là, je vais passer rapidement, mais il y a quand même des précautions d'emploi bien respectées. Hein. Les gens qui veulent faire de la sublimation, par exemple, il faut un masque à gaz de type A2, P3, et donc faire attention. Ça, on va avoir d'ici un an, je pense, il y a un laboratoire Andermatt qui va commercialiser, il faut qu'il y ait déjà l'AMM, un acide oxalique qui devrait pouvoir passer en sublimation. Donc, il sera sans glucose et il n'y aura pas de caramélisation. Donc, ça, ce serait un plus par rapport aux produits actuels. Et en plus, ils vendent, il y a des petits produits, des petits appareils maintenant pour faire ces sublimations qui ne sont pas trop chers et qui ont l'air bien adaptés. Hein, ils ont été présentés à Quimper et je pense que vous aurez l'occasion d'en avoir des infos là-dessus. Mais la sublimation, c'est pareil, hein, on évite de faire 2 sublimations. Si on fait la sublimation une fois, c'est bien, mais la deuxième fois, c'est mieux de faire du dégouttement. On a moins de risques quand même d'avoir des pertes de reines et de ruches. Donc, toujours avoir de l'eau avec soi, hein, pour rincer si on s'en met sur soi, se laver les bras et surtout récupération des lanières. Hein, le GDS-AIF s'en occupe et donc c'est quand même dommage de les laisser dans la nature. Alors maintenant, on va distinguer un petit peu les médicaments à effet rapide, les médicaments à effet 4 semaines et les médicaments à effet lent. Donc les médicaments de type flash, ce sont les acides oxaliques, hein, apibioxal, oxybi, varomène. Donc si vous faites une application actuellement, hein, en espérant qu'il n'y ait pas de couvain. Mais normalement, dans nos régions, on a quand même peu de couvains à la saison. Et donc là, vous l'appliquez, c'est une action qui est très, très rapide, mais la durée d'action est inférieure à une semaine. Donc, il faut bien le savoir, ça. Hein, la réinfestation peut être rapide. Bon, quand vous le faites en hiver, ce n'est pas un souci puisque vous n'avez pas de réinfestation. Et donc, par contre, dès le printemps, dès qu'elles vont commencer à ressortir, là, il y a des risques quand même plus importants, soit par des dérives, par du pillage, mais surtout aussi par le butinage. Donc, il n'y a pas d'effet sur la reproduction des varroas, hein, on est hors couvain. Et donc, on a un traitement normalement qui est quand même bien efficace à ce moment-là.
Deuxième catégorie, donc les médicaments qui ont des effets rapides mais qui durent moins de 4 semaines. Donc le Formic Pro, par exemple, où vous mettez 4 bandes comme ça au-dessus au-dessus de la ruche, c'est un produit qui est libéré progressivement sur 8 jours et on va avoir une action comme ça sur pratiquement un mois. Mais ça n'empêche pas quand même une réinfestation, hein. Toutes les études qui ont été faites sur l'acide formique montrent que on a quand même, au bout d'un mois, on a déjà une réinfestation qui démarre rapidement. Et le problème, c'est la mise en place, hein, du Formic Pro, l'acide formique, hein, entre 10 et 29 degrés 5. Si vous avez un écart de température jour-nuit important, et si vous avez comme ça donc des températures qui montent à 34-35 degrés la journée, vous avez une libération très importante d'acide formique. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des abeilles qui quittent, qui quittent la ruche. Donc, c'est là où on recommande toujours, quand c'est comme ça, de mettre une hausse vide au-dessus pour essayer d'avoir comme ça un volume, hein, dans lequel l'acide formique pourra partir et que tout ne reste pas au niveau de la ruche elle-même, hein, au milieu des abeilles. Et le Varomède, alors le Varomède, c'est un produit qu'on peut utiliser plusieurs fois, mais quand vous achetez un flacon de Varomède, là, il va être à 28 € cette année. Si vous l'utilisez 7-8 fois, vous allez faire 2 ruches avec un flacon, et donc ça va vous faire quand même 14 € par ruche. Ça finit par coûter cher. Donc, mais les bio, par exemple, ben, il ne faut pas hésiter à répéter quand même les applications, notamment en été. Mais le problème, c'est que vous avez des ruches très populeuses à ce moment-là. Et donc, si vous faites qu'une fois du varomètre, ben, comme votre durée est quand même assez limitée, vous avez des développements de varroa très rapidement importants. Et enfin, donc, les médicaments à effet prolongé, hein, supérieur à 4 semaines, l'Apivar, le Bévarol, hein, on ne connaît pas bien, on ne l'a pas encore mis nous dans notre PSE, mais on va le mettre par précaution cette année. Donc lui, on le laisse pendant 6 semaines. L'apistan, on le laisse 8 semaines. Et le Varomède, je viens de vous le dire, hein, 4 à 5 applications. L'Apilife-Var, là aussi, c'est souvent une erreur. Il y a beaucoup d'apiculteurs bio qui n'en mettent qu'une fois, alors qu'il faut faire 2 applications à 8 jours d'écart. Et donc, même avec 2 applications à 8 jours d'écart, on n'est qu'à 60% d'efficacité dans le meilleur des cas. Donc, c'est un traitement qui n'est pas un traitement de fond, hein, c'est un traitement comme du Varomède pour moi. Il faut qu'il soit associé avec autre chose. Donc, on a avec ces produits-là des actions sur les varroas phorétiques, hein. On a Apistan Bévarol, on n'a aucune action sur tout ce qui est dans le couvain. Vous avez vu que c'est 80% des varroas qui sont dans le couvain. Et plus vous avez des colonies populeuses, ben, plus votre action sera plus faible. Mais en laissant pendant 12 semaines, par exemple, avec de l'Apivar, ben, à chaque fois que vous avez des varroas qui sortent, hein, on peut espérer que ces varroas-là se prennent du produit, mais c'est des produits, hein, les abeilles le promènent par contact, hein, elles vont le long de la lanière, et donc après elles en mettent partout dans la ruche, et donc c'est pour ça que c'est pas du 100%, hein, il faut que le produit arrive à être bien réparti. Donc, le calendrier de traitement, ben, en été, hein, après la dernière récolte, vous avez vu qu'on peut faire des traitements quand même entre les mielés avec certains produits, hein, Varomède pour ne pas le citer. Les médicaments de synthèse, donc on peut faire par exemple de l'Apivar et on peut faire un flash d'acide oxalique 8 jours avant. Donc ça aussi, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des recherches qui soient faites sur ce type de traitement. Moi j'y crois beaucoup, mais hein, il faut qu'il y ait de la recherche qui se fasse dessus pour voir si on augmente l'efficacité de l'Apivar. Parce que là, toutes les recherches actuellement sont faites sur les résistances à l'Apivar. Donc, ça peut se faire aussi avec de l'apistan ou du Bévarol, hein. On peut très bien faire un traitement 8 jours avant la mise en place de ces lanières. Donc, le Varomède, on en a parlé chez les bio, et l'Apilife en bio, pareil, hein, c'est 2 fois. Une fois, c'est nettement insuffisant.
Et donc, les acides, hein, pibioxal et oxybi, hors couvain en automne, donc soit vous faites de l'encagement de rennes en automne, mais encore faut-il avoir des rennes qui soient marquées. Donc, tout le monde ne fait pas ça, mais il y a de plus en plus de pros qui le font ou qui envisagent de le faire. Et après, l'utilisation en hiver. Donc, voilà le calendrier de traitement qu'on peut proposer. Et maintenant, bah, il faut savoir que ce qu'il faut, c'est essayer d'utiliser au mieux ces traitements chimiques avec les traitements biotechniques. Donc, si on applique deux médicaments successivement, par exemple Varomède et Lapivard 8 jours après, il faut faire attention de ne pas surdoser. Hein. On ne peut pas faire le même jour du Varomède et mettre Lapivard en même temps. Hein. On recommande 8 jours d'écart. Mais tout ça, pour moi, ça demande à être étudié au niveau de la recherche et qu'on précise un petit peu les contraintes, les effets qu'on a sur les abeilles, etc. Ne jamais utiliser deux médicaments en même temps, hein, ça c'est vraiment une règle d'or. Hein, on connaît tous les effets cocktails des pesticides et donc n'allons pas faire la même chose avec nos médicaments contre le varroa. Ce qu'il faut aussi, c'est généraliser le retrait du couvain mâle. Hein, ça permet de diminuer l'utilisation de chimie dans les ruches. Hein, et les acides, c'est de la chimie. Hein. Les gens, quand on pense chimie, on pense à la mitrase ou au tofluvalinate. Non, non, les acides, c'est pas forcément très bon pour nos abeilles. Donc, quand c'est répété, surtout, il y a quand même des effets secondaires et on le voit très bien, on a quand même un certain pourcentage de pertes après traitement d'acide oxalique. Et donc, un seul traitement en sublimation, et là, je vous ai mis justement le laboratoire Andermatt qui va proposer d'ici 1 an, je pense, un produit avec AMM pour la sublimation. Donc, contrôler les populations résiduelles de varroa, bon, je ne vais pas insister lourdement là-dessus, mais pour les gens qui ont peu de ruches, hein, jusqu'à 5 ruches, on fait un contrôle sur chaque ruche. Et donc, il faut avoir moins de 1 varroa par jour avant l'hiver, mais ça ne vous empêche pas, vous pouvez faire un contrôle au printemps et on peut faire un contrôle juste après le traitement et on peut refaire un contrôle comme ça il y a cette saison pour voir un petit peu si la saison va bien démarrer. Et sinon, bah, dès qu'on a un doute ou qu'on a 4, 5 ou 10 varroas par jour en chute résiduelle, bah là, il ne faut pas hésiter à faire son traitement d'acide oxalique. Alors, ça pose la question, est-ce que quand vous faites vos commandes, est-ce qu'il faut commander de l'acide oxalique? Bah, pour moi, je pense que c'est indispensable. Hein. Maintenant, on est arrivé quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'acide oxalique en général, ce qui se garde pendant 2 ans. Le varomètre, par exemple, quand il est entamé, il se garde 6 mois. En fait, c'est de l'acide oxalique et si on l'utilise un peu plus tard, c'est encore efficace. L'oxybi entamé, il se garde 1 an aussi. Donc, on a des produits qu'on peut garder. Donc, c'est vrai que c'est un investissement supplémentaire. Si vous avez l'habitude de faire du retrait de couvain mâle et de la pivard, mais que cette année, par exemple, vous avez constaté que ça aurait été bien de faire de l'acide oxalique, n'hésitez pas à commander un flacon d'acide oxalique, soit en Varomède, en Oxybi ou un sachet d'apibioxal. C'est un petit investissement, ça va vous faire 28, 30 euros hein, pour avoir une réserve d'acide oxalique. Mais si vous en avez besoin, ben, au moins vous pouvez traiter et vous ne perdrez pas de ruche. Et vos 30 euros par rapport au prix d'une colonie que vous allez acheter 150 euros, il n'y a pas photo. Donc, le traitement à pivert plus les traitements d'acide oxalique en hiver, donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très pratiqué, hein, je pense, et qui montre quand même toute son efficacité. Et les gens qui font cela, en général, ont peu de mortalité hivernale. Il y a quand même beaucoup de pros qui hésitent à faire du retrait de couvain mâle, encore que c'est en train de changer, hein, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'économiquement, c'était intéressant, même s'il y a du temps de travail supplémentaire. Mais ceux qui ne font qu'apivard et qui font systématiquement un traitement d'acide oxalique en hiver ont quand même des bons retours et des comptages qui sont quand même très, très favorables.
Si on respecte les protocoles après les récoltes, normalement, on n'a pas besoin de refaire de traitement de printemps. Donc, vous faites votre traitement d'apivare, de l'acide oxalique en hiver, et vous faites votre contrôle après. Et au printemps, en général, vous n'avez pas de souci. Et donc, vous aurez des abeilles qui vont démarrer plus rapidement. Hein, vous n'aurez pas de varroa qui vont aller leur sucer les molymphes. Et donc, on aura comme ça des abeilles en bonne santé et des récoltes qui seront meilleures. C'est prouvé par les chercheurs. Et donc, le traitement entre deux mielés, c'est possible. Hein. On a la possibilité maintenant, avec le varomètre, par exemple, de le faire, mais c'est à éviter. S'il n'y a pas de besoin, hein, si vous ne dépassez pas les normes, ça ne sert à rien d'aller faire, il n'y a pas de traitement de précaution à faire au printemps pour se dire, bah, comme ça, on aura moins de varroa par la suite. Non, moi, je recommande plutôt de faire du retrait de couvain mâle. Après, les abeilles aux ailes déformées, ben, on ne les voit pas toujours. Hein. Quand on les voit, c'est que vraiment on a une bonne infestation de varroa. Hein. La prochaine fois, Odile va nous parler des maladies virales. Et donc, ce virus des ailes déformées, c'est quand même un virus qui vient aggraver les choses. Et quand vous voyez des ailes déformées, c'est que vraiment vous avez un souci dans le choix de vos traitements ou l'utilisation de vos traitements. Donc, le retrait de couvain mâle, un petit mot rapidement. Hein, donc, il y a 8 fois plus de varroa dans le couvain mâle que dans le couvain d'ouvrière. Donc, bien penser que quand vous faites votre traitement, vous n'êtes efficace avec certains produits que sur les varroas phorétiques. Donc, quand vous mettez d'Apivar, c'est la durée d'action, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace quand on laisse 12 semaines que 8 semaines. Hein, donc, on a une durée d'action, et au fur et à mesure de la sortie des varroas du couvain, ils sont tués régulièrement. Donc, cela évite de faire un deuxième traitement chimique hors couvain. Donc, c'est vrai que si vous avez un traitement, si vous avez un bon retrait de couvain mâle, et donc comme ça, vous pourrez faire une fois de l'apivare par la suite et vous n'aurez pas besoin de refaire autre chose ou de refaire un acide oxalique par derrière. Donc, souvent les gens se posent la question sur la reproduction. Hein. Il y a des gens qui veulent garder parfois une ruche parce qu'ils ont comme ça un intérêt à avoir des mâles de cette ruche. Ils veulent sélectionner à partir d'une ruche. Il est tout à fait possible de ne pas traiter une ruche au milieu de 20 autres, mais il faut savoir que vous avez intérêt à bien la contrôler au niveau du comptage, quoi. Et donc, quand on veut sélectionner des ruches parce qu'elles sont très productives, parfois vous sélectionnez des ruches qui sont les moins hygiéniques. Et donc, faire attention à bien savoir quelle ruche vous voulez sélectionner. Et dans la mesure du possible, comme je l'ai déjà dit, hein, on essaie de traiter toutes les ruches en même temps. Donc, concrètement, on enlève le couvain mâle tous les 22 jours, donc ne pas dépasser 24 jours pour ne pas faire de l'élevage de couvain mâle, parce que là, les varroas vont éclore en quantité. On fait en moyenne 3 interventions, mais on peut n'en faire que 2. Moi, personnellement, j'en fais que 2. Et donc, on démarre souvent fin mars, vous pouvez mettre en place hein, vos cadres hein, en bordure de couvain. Et là, au bout de 22 jours, vous enlevez. Hein, je vais montrer après des photos. Et donc, ça permet comme ça d'enlever quand même un certain nombre. Alors, parfois, il y a des gens qui nous disent, la première fois, il n'y avait pas de varroa. Hein, vous essayez de regarder, vous n'en trouvez pas beaucoup. Et en fait, si vous répétez, il y a des gens qui arrêtent, qui disent, bon, on en a fait un, ça ne servi à rien. Non, il faut faire les suivants parce que c'est sur les suivants que vous avez une efficacité qui est bien meilleure. Et même quand on fait du retrait de couvain mâle, on a une efficacité qui est supérieure la deuxième année. Donc, il faut vraiment insister là-dessus et ne pas s'arrêter en bon chemin. Donc, on essaye d'avoir des cadres numérotés. Il y a des gens qui mettent un peu de peinture sur les demi-cadres. Hein. Donc, vous pouvez placer un cadre de hausse et ça marche très bien. Bon, le risque, c'est d'avoir parfois des adhérences du couvain mâle qui est en dessous. Et donc là, ça vous oblige après à écarter les cadres et à aller récupérer votre couvain mâle qui est resté accroché dans la ruche. Et donc, il existe aussi des cadres spéciaux que je vais vous montrer
montrer juste après. Donc, on retire deux cadres et on fait avec la rotation habituelle des cadres pour la cire. Hein, on peut les laisser en rive, même en hiver, et on les replace après en bordure de couvain dès que le beau temps est arrivé, dès que vous avez comme ça un démarrage des mielés. Donc, fin mars, début avril, hein, en fonction du climat. Vous les laissez 20 à 22 jours et vous faites un deuxième retrait et puis un troisième retrait encore 20 jours plus tard. Donc là, vous avez des hausses à ce moment-là sur les ruches. Donc il y a un petit peu de manipulation quand même. C'est pas très bon pour le dos, mais ça permet quand même de diminuer comme ça votre charge en varroa par la suite et vos traitements classiques seront beaucoup plus efficaces. Donc là, je ne vais pas insister là-dessus, hein, mais c'est quand même facile comme méthode. Et donc, on peut utiliser ça à condition après de bien récupérer le couvain de mâle, hein, et le mettre à la poubelle et ne pas laisser traîner ça dans le rucher. Donc, les résultats, c'est une diminution de mortalité de 35% en hiver au bout de 2 ans. On a une augmentation des populations et donc on voit que l'efficacité est bien meilleure sur les ruches les plus faibles. Hein. On a de 25 à 40% de production en plus sur les ruches faibles. On a une augmentation de 2,2 kg par ruche, hein, donc c'est quand même intéressant. Et on a une augmentation du nombre de butineuses et de nourrices. Hein. On sait maintenant on est obligé de nourrir de plus en plus et parfois on a des périodes comme ça de disette, hein, on l'a vu l'année dernière et en 2021 aussi, et donc ça oblige souvent à nourrir et en fait, plus vous aurez de varroa, plus vous êtes obligé de nourrir. Et plus vous avez, comme je vous l'ai dit, des ruches populeuses. Donc, il faut trouver le bon système pour essayer de nourrir le moins possible et d'avoir un maximum de nourrices et de butineuses. Parce que quand arrive une mielée, hein, il faut 40 jours pour avoir des butineuses. Donc, si ça n'a pas été préparé avant, on est en déficit et donc la mielée sera faible. Voilà, bon, il faudrait que je retourne cette diapo. Donc, vous voyez en haut, on met une petite bande de cire et là-dessus, il y aura du miel qui va se former. En dessous, vous allez avoir du couvain mâle, hein, qui va se développer très, très rapidement. Hein. Dès qu'on le met en place, les céréalières interviennent. Et donc, il y a une construction de cellules de mâle. Et là, au bout de 22 jours, vous pouvez retirer comme ça du couvain mâle. Et donc, même s'il faut 2-3 jours en général pour que ça soit construit, mais ça va quand même très, très vite. Donc voilà, avec un simple cadre de hausse, hein, il y a beaucoup de gens qui font comme cela. C'est un petit peu plus fragile en dessous, donc quand on retire le cadre, il ne faut pas hésiter à bouger les cadres voisins pour avoir un maximum de chances de bien enlever tout le couvain mâle qui est en dessous. Et donc après, un simple coup de cutter, hein, vous faites tomber le tout. Donc ça, c'est le retrait de couvain mâle. Vous pouvez aussi faire du griffage et de la destruction de couvain. Alors c'est vrai que les apiculteurs ont toujours du mal à détruire du couvain. On se dit, mais bon sang, on en a besoin. Mais c'est une méthode, hein, quand vous enlevez des cadres pour refaire comme ça des nucléi. Hein, on joue aussi sur la diminution du varroa. Mais là, quand vous avez, moi je le vois souvent fin août, début septembre, on a des périodes avec peu de couvain. Et donc là, c'est intéressant comme ça, à ce moment-là, d'aller griffer et détruire le couvain qui reste encore présent sur quelques cadres. Mais si vous avez beaucoup de couvain, surtout ne le faites pas. Ça, hein, c'est un peu dommage. Mais quand on a comme ça des périodes avec peu de couvain, c'est intéressant. Et c'est nettoyé en 48 heures. La reine, elle reprend sa pompe très, très rapidement. Et donc, on est efficace quand même très vite. Et dès que vous avez fait ce griffage du couvain, vous pouvez faire votre traitement avec l'acide oxalique et vous avez une bonne efficacité à ce moment-là. Donc, c'est plus simple que de faire de l'encagement de reine.
Donc, supprimer le couvain, hein, on peut resserrer la grappe, on applique l'acide oxalique, bon, ça je passe. L'encagement de la reine, je ne vais pas développer, c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage, hein. Les Italiens l'utilisent beaucoup, hein, notamment les pros. Je pense que les gens qui sont en bio, c'est une méthode quand même qui est très intéressante et pour moi, qu'ils doivent mettre en œuvre systématiquement. Donc ça, c'est une technique à bien maîtriser. On sait qu'on a un certain pourcentage de pertes, hein, dès qu'on met des rennes en cage, mais ça reste quand même limité. Mais parfois, la première année, on peut avoir un taux un peu plus important tant qu'on ne maîtrise pas bien la technique. Donc voilà, une cage, par exemple, c'est une cage de Scalvini, donc ce sont des choses quand même simples à faire. Il exige, je ne vais pas développer, hein, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant et qu'on préconise de plus en plus pour les pros au mois de septembre, par exemple, juste avant la production des abeilles d'hiver. Comme ça, après, vous avez une production d'abeilles d'hiver de qualité parce que vous avez pu faire un passage d'acide oxalique. Et donc, après, pour faire redémarrer, vous pouvez apporter un peu de sirop 50-50, hein, dès que vous libérez la reine. Et ensuite, vous mettez un demi-pain de candy. Et avec ça, vous êtes sûr de bien avoir votre préparation à l'hivernage avec un taux faible de varroa à ce moment-là. Et donc, une reine qui va pouvoir pondre et des nourrices qui ne seront pas parasitées par le varroa, qui viendront leur sucer tout leur hémolymphe. Donc, la formation de nucléi, je passe, hein, mais bon, ça, c'est vrai qu'au printemps, c'est quand même une technique importante et qui vise aussi, et on peut faire ça et en même temps faire du retrait de couvain mâle, hein, il n'y a pas de problème. Les traitements thermiques, ben, on vous a parlé jusque-là du varroa contrôleur, hein, donc ce sont les Autrichiens, les Tchèques, hein, qui utilisent ce système. C'est un produit qui est un peu onéreux. Il faut quand même passer beaucoup de temps. Il faut sortir tous les cadres de couvain, enlever les abeilles, les mettre 2 heures dans l'appareil, mais c'est efficace. Mais quand il faut répéter ça plusieurs fois, c'est quand même un peu lourd. Et à Quimper, moi, j'ai vu une firme là qui a un produit qui s'appelle Honeybee Watch. Et donc, c'est un appareil qu'on pose sous la ruche. Donc, on enlève le plancher et on pose dessus. Et donc, ça va chauffer le couvain. Et je pense que c'est un traitement d'avenir. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure quand on a parlé du vaccin. C'est toujours à l'état de recherche. Donc, il y a déjà eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites, qui ont montré que c'était efficace. Maintenant, il faut améliorer, savoir combien de temps, etc. Et faire ça à grande échelle pour être sûr du résultat. Mais on reparlera de ce produit. Pour moi, c'est avec le retrait de couvain mâle, c'est vraiment un traitement d'avenir. Donc la sélection, je vais parler un petit peu au début, hein, bon, les abeilles locales hybrides, éviter des buckfast purs. Alors moi, je suis pas raciste, hein. Je suis ni pour les abeilles noires ni contre les abeilles noires. Je suis pour les hybrides. En fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'apiculteurs qui ont sélectionné depuis des années, hein, leurs propres abeilles. Moi, je sais qu'on avait eu une fois des Italiennes et il y avait eu aussi quelqu'un qui a dû fournir des Carnica. Et donc, au bout d'un moment, bah, tout ça, ça fait un petit mixte. Et après, vous sélectionnez vos ruches qui sont productives, mais ce pas les plus productives forcément, mais ce sont des ruches qui sont en bonne santé. Quand vous faites des comptages, les comptages, c'est toujours inférieur à 1 en hiver. Et donc, vous faites votre sélection comme ça chaque année. Et sur les essaims, vous essayez de développer les essaims à partir de ces bonnes colonies, quoi. Et donc ça, il y a eu des expérimentations, je crois que c'est en Norvège aussi, il y a quelqu'un qui fait ça depuis longtemps et il en est arrivé lui-même à ne plus faire du tout de traitement.
par ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas facile d'en arriver là, hein. C'est bien quand on habite sur une île. Mais dans nos régions où on a quand même des fortes recontaminations, je pense qu'il faut qu'on revoie un petit peu. C'est vrai que les bugfast sont intéressantes parce qu'on peut travailler facilement, mais il faut qu'on étudie et qu'on trouve comme ça des croisements qui permettent d'avoir des abeilles qui soient productives, sans chercher les records, hein, parce que vous savez toujours que votre meilleure ruche, une année, souvent l'année suivante, elle n'est plus là. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des abeilles en bonne santé, qui soient capables de pas être trop populeuses, mais tout en étant capables de réagir dès qu'il y a une mielée. Et donc, je pense, hein, qu'on va vers des souches d'abeilles locales et il faut arrêter d'acheter d'ailleurs, hein. Il faut que chacun fasse sa sélection dans son secteur et moins on achètera, moins on aura de contamination par différentes affections. Donc, les actions, hein, qu'il faut mener, donc il faut qu'on sélectionne des abeilles qui nécessitent moins de nourrissement, hein. L'ITSAP a publié cette année un article dans lequel il montrait que des pros étaient jusqu'à 22 kilos de nourrissement par an par colonie. C'est autant que ces ruches produisent en miel. Donc là, c'est le serpent qui se mange la queue, quoi. Donc, faut arrêter, quoi. Donc, laisser un peu plus de miel dans les colonies aussi, hein. Moi, quand je pars en vacances, je laisse des hausses, celles qui ne sont pas operculées. Et comme ça, cette année, c'était le cas, comme il a fait sec, ben, elles avaient reconsommé la moitié de ce qui était resté dans les hausses, mais ça vous évite de nourrir par la suite. Et le miel, c'est quand même le meilleur aliment pour les abeilles. Donc, penser, c'est vrai qu'après, il faut y revenir au rucher. On n'enlève pas tout d'un coup, hein, ça fait plusieurs passages. Mais pour la santé des abeilles, avec du miel, je pense que c'est quand même nettement meilleur. On sait que certains sucres vont fragiliser le système immunitaire, donc on a des abeilles qui sont plus fragiles. Et les apports protéinés, c'est mon dada, je n'en avais pas encore parlé ce soir, mais c'est vraiment la base, hein, pour avoir des abeilles en bonne santé. C'est pas le sucre, hein, ce sont les protéines. Et la vie, c'est un équilibre entre les glucides et les protéines. Donc, le pollen, c'est vraiment indispensable et avec le réchauffement climatique, ben, on s'aperçoit que des épisodes en été où on n'a pas beaucoup de ronces, des apports d'acides aminés intéressants par certaines plantes ou les plantes sauvages, donc là, on a quand même des colonies qui sont beaucoup plus fragiles. Les varroas sont 4 fois plus nombreux, je vous ai mis, si on a un seul mois d'arrêt de ponte en hiver, hein. Dans le sud, ils ont même parfois plus du tout d'arrêt de ponte en hiver. Donc, hein, c'est intéressant quand même d'avoir nos 2 à 3 mois d'arrêt de ponte en hiver. Et hein, pourquoi la reine aurait besoin de pondre alors qu'il n'y a pas de mielée? Donc, là aussi, c'est une réflexion à avoir, hein. Il y a Étienne Bruno là, du CARI en Belgique, il fait des conférences là-dessus sur le réchauffement climatique. Et il insiste bien pour essayer justement d'avoir des abeilles qui correspondent à nos régions et à voir ce qui est possible de récupérer comme nectar en fonction des possibilités locales. Donc, on a plus de varroa avec les hivers doux, hein, et là, on lit et on entend à droite et à gauche des gens qui se plaignent d'avoir pas mal de varroa. Et donc, c'est vrai que c'est pas l'hiver, hein, qui fait ça, mais c'est vraiment les recontaminations qu'on a eues avant l'hiver. Et donc, après, si vous avez un hiver doux, bah, vous avez encore du couvain plus longtemps. Et donc, ça, c'est favorable au développement des varroas. Donc, on revoit les traitements en varroa, hein. Je l'ai largement expliqué un petit peu comment on fait avec des lanières, mais ce n'est pas un traitement unique d'apivar. Maintenant, on sait que ce n'est pas souvent suffisant. Donc, il faut savoir penser retrait de couvain mâle ou faire des essaims ou éventuellement utiliser l'acide oxalique. Mais tout ça, il n'y a pas de recette miracle. Je ne vais pas vous dire, vous faites ça et vous serez tranquille. Non, non, c'est à vous à faire le choix
de savoir ce que vous voulez. Si vous êtes capable de faire du retrait de couvain mâle, de mettre ensuite des lanières d'amitraz et éventuellement, vous refaites des comptages après, vous faites de l'acide oxalique. Donc, dans le choix de vos médicaments, bah, il faudra se dire, bah, je peux prendre par exemple de l'Apivard et je vais avoir un flacon en réserve d'acide oxalique et avec ça, je ne serai pas forcé de l'utiliser, hein, mais au moins je suis sûr de prévoir des infestations plus importantes à certaines périodes. Donc, présence d'abeilles d'été en hiver, ouais, on a maintenant, avec le réchauffement climatique, parfois des abeilles d'été qui ont une durée de vie assez longue et donc on retrouve comme ça au mois de décembre dans nos colonies et on voit bien la différence. Hein, elles n'ont pas un abdomen rempli de graisse et donc elles ont la taille de guêpe. Donc, augmenter la propolis dans la ruche, hein, les grilles en rive, et c'est vrai que il y a différentes techniques comme ça pour essayer d'augmenter la quantité de propolis dans une ruche. Hein. Avant, on dépropolisait au maximum. Maintenant, on sait que la propolis dans une ruche, c'est essentiel et donc n'allons pas enlever ce qui est utile à la ruche et ce que les abeilles savent bien faire. Limiter le nombre d'interventions dans les colonies, c'est vrai que en été, ça pose peu de problèmes, mais en automne, en hiver, au printemps, après, vous n'avez pas un bon calfeutrage. Hein, les abeilles, quand elles sont dans la grappe, elles vont plus calfeutrer. Et donc, on a du refroidissement des colonies et on peut perdre des colonies comme ça. Donc, avoir des abeilles résilientes, hein, on vient d'en parler. Donc, privilégier les abeilles locales. Je n'ai pas dit les abeilles noires. Hein, les abeilles locales, donc essayez, mais ça n'empêche pas d'avoir dans vos abeilles locales des origines caucasiennes ou italiennes. Hein. Moi, je pense qu'il y a du bon partout et donc après, ce qu'il faut, c'est avoir des abeilles qui soient solides, hein, qui aient une bonne production sans chercher les productions records, qui soient quand même douces. Et ça, c'est vrai que quand on a des abeilles hybrides, c'est un petit peu le risque. De temps en temps, bah, on a une colonie qui est un peu plus réactive. Donc celle-là, on ne la conserve pas. Mais il est possible d'agir. Plus on a une fécondation importante, donc avec plus de mâles, on a une survie qui est accrue, là aussi. Hein, les années où on a des difficultés de fécondation en raison du mauvais temps, on sait que la qualité des reines est moins bonne par la suite. Les plans de sélection, donc travailler avec des colonies plus petites. Hein, et donc, si on a des périodes de sécheresse, ben, on sera moins obligé de nourrir pendant ces périodes-là. Sélectionner des colonies moins fortes, alors ça va en faire bondir certains. Hein. Avant, on ne pensait que colonies fortes. Non, vous avez des colonies qui sont moyennes, mais qui savent réagir quand il y a besoin. La reine s'adapte et donc elles sont réactives. Et donc, ça, c'est vraiment ce vers quoi il faut s'orienter. Donc, on revient à des sélections massales. Donc, la sélection massale, c'est vous qui faites votre sélection et vous essayez de choisir vos colonies les plus intéressantes. Alors, je vous ai mis là aussi, arrêter les changements de reines tous les ans. Pourquoi on change les reines tous les ans? Parce que, bon, il y a des effets des pesticides, on a des reines qui vont être beaucoup plus efficaces, mais quand vous achetez des reines qui sont des reines qui viennent d'endroits sélectionnés, souvent vous avez des reines plus fragiles, et donc vous allez le faire tous les ans, avec des reines qui vont produire des colonies très populeuses avec beaucoup de varroa et sur lesquelles vous allez faire beaucoup de nourrissement. Donc, essayez de sélectionner vous-même. Si vous pouvez faire votre élevage de rennes, c'est parfait. Ou sinon, essayez de créer des colonies par vous-même. Donc, on arrive vers la fin. Hein. Donc, varroa phorétique, quelle heure 20h11. Donc, les varroa phorétiques, hein, je vous ai dit dès le début, c'est la phase cassée de l'iceberg, hein, c'est que 20% des varroa. Donc, dans nos traitements, il faut bien penser à tous ces varroa du couvain. Donc, avec ce que je vous ai dit, donc ça vous permet quand même de savoir choisir et puis même par précaution d'avoir un peu d'acide oxalique sous la main. Le réchauffement climatique favorise les réinfestations après traitement en novembre. Hein, donc là, on a quand même beaucoup de cultures maintenant, des moutardes qui sont en fleurs au mois de novembre. Hein, souvent, les gens les broient après au mois de décembre. Et donc, sur toutes ces mielées,
hein. On voit des abeilles qui ramènent pas mal hein, de pollen. Et donc, il y a quand même des abeilles qui vont sur beaucoup de fleurs. Et donc, il y a beaucoup plus de risques de ramener du varroa. Et comme le temps est doux, bah, le varroa, il est là, il est présent. Et après, il se redéveloppe encore dans la ruche parce qu'il y a beaucoup de couvains. On évite les produits hors AMM, là j'insiste, mais vraiment, moi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est vrai qu'avec Internet, maintenant, c'est facile d'aller acheter un produit avec AMM. Vous avez des tas de gens qui vous vendent des produits, vous ne connaissez pas la provenance, vous avez des pharmaciens qui sont très bien implantés sur Internet, mais vous avez aussi des marchands de soupe, et donc vous achetez des produits dont on ne connaît pas la qualité. Et après, on accuse le produit de ne pas être efficace, alors qu'en fait, on n'a pas utilisé un produit dont on était sûr de la qualité parce qu'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, diminuer ou supprimer le couvain en septembre, et donc pour ne traiter que les varroas phorétiques. Et donc, moi, je constate, hein, dans notre région, on a souvent quand même des périodes fin août, début septembre, après des périodes de sécheresse souvent. Vous avez sur certaines colonies, pas toutes, mais une diminution comme ça de la quantité de couvain. Et donc, vous pouvez à ce moment-là faire très bien un traitement d'acide oxalique, hein, que ce soit Varromed ou Oxybi. Et donc, ça vous permet comme ça de bien faire baisser la quantité de varroa. Et si vous faites ça, par exemple, fin août, début septembre, après, vous pouvez mettre votre traitement d'apivars si vous voulez utiliser des lanières. Donc, créer un effet de vide sanitaire, bon, c'est l'engagement ou les divisions. Et je vous ai mis ne pas tomber dans l'apiculture toute chimique comme certains agriculteurs, hein. On critique les agriculteurs et en fait, certains ont tendance à faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire 4, 5 traitements d'acide oxalique, on va mettre des lanières en plus. Et donc, ça, après, quelle est la qualité des miels? Qu'est-ce qu'il y a comme résidus dans les miels, dans les cires? Donc, faut quand même penser aux consommateurs. Donc maintenant, de façon concrète, pour remplir le bon de commande du GDSIF, donc essayer de le remplir le mieux possible, hein. On a notre trésorier Hubert là, qui a toujours beaucoup de travail et d'année en année, on dit et on répète, hein, relisez 2 fois votre commande sur le site avant de finaliser votre commande. Si vous envoyez une commande papier avec votre chèque, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur sur les totaux, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Alors, si vous faites des erreurs, si possible, faites-les en plus, hein, comme ça, c'est un don pour le GDSIF, parce que si c'est en moins, le trésorier, je le connais, il n'accepte pas vos commandes, donc il sera obligé de vous contacter et d'attendre que vous corrigiez. Par contre, quand vous faites une erreur en plus, il est tout à fait d'accord pour que vous passiez ça en don. Donc, surtout, faites des erreurs dans le bon sens. Et vous n'en faites pas du tout, ce sera encore mieux. Donc, bien remplir les documents et donc prévoir pour toutes les colonies. Il y en a quand même beaucoup de gens qui ont 10 ruches, ils achètent 2 apivars et ils n'ont pas pensé qu'ils allaient avoir 2, 3, 4 essaims. Et donc, prévoyez quand même un essaim. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas à remettre quand même un apivar en plus ou prévoir avec de l'acide oxalique des quantités suffisantes, hein, pour ne pas devoir venir en rechercher par la suite, hein. Donc, nous, en fin d'année comme ça, quand les gens ont besoin d'acide oxalique, on en délivre encore en fonction de notre stock, hein, on ne recommande plus. Mais de grâce, essayez de faire vos commandes ici maintenant. Pour les pros, on refait une deuxième commande au mois de mai, donc ça permet aussi aux apiculteurs de loisirs de recommander s'ils étaient un petit peu justes à la première commande. Mais c'est quand même la première commande où vous devez essayer d'être bien calculé pour savoir exactement ce qu'il vous faut en prenant quand même une marge de précaution. Donc, un sachet d'apivar, c'est pour 5 ruches. Les Apilife var, l'année dernière, on les avait mis par 2, mais bon, ça pose problème après au niveau de nos ordonnances et il y a des confusions. Mais il faut 2 sachets par ruche. Donc, 2 sachets de 2 plaquettes par ruche. Et donc, quand les gens nous achètent des nombres impairs, il y a un problème.
Donc, surtout, pensez à faire des traitements corrects. Le Pilari-Fevard, c'est un produit qui n'est pas très efficace, hein, je l'ai dit, 60-65%. Et donc, il faut l'associer à autre chose. Mais si déjà vous mettez que la moitié de la dose, que vous mettez qu'une fois, vous diminuez encore de 50% votre efficacité. L'Oxybi, un flacon, c'est pour environ 30 ruches. L'apibioxal, 35 grammes, c'est pour 10 ruches. En 175 grammes, on peut faire 50 ruches. Et le Varomède, hein, donc, c'est un flacon pour 15 ruches, mais là aussi, hein, il y a des gens qui l'utilisent plusieurs fois, donc ça va aller plus vite. Donc, il n'y a pas un produit qui est meilleur qu'un autre, hein. Avec tout ce que je vous ai dit, c'est à vous de voir un petit peu, d'optimiser. Moi, personnellement, mon traitement, c'est de faire du retrait de couvain mâle, un apivar après début septembre, et c'est tout. Et cette année, j'ai fait pour la première fois de l'acide oxalique ici au mois de décembre. Mais en général, un retrait de couvain mâle d'apivar, ça suffit. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à généraliser. Ça dépend de vos colonies, ça dépend de vos comptages, etc. Donc, essayez quand même chacun de bien réfléchir avant de passer vos commandes, savoir un petit peu ce que vous envisagez de faire, quoi. Il ne faut pas se dire, on met de la pivard, point, et c'est fini. Non, là, vous aurez des pertes de ruches. Et les pertes de ruches, c'est quand même 30% chaque année en France. C'est pas logique, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à baisser ces taux. On doit revenir à du 10%. On accuse toujours les pesticides, mais bon sang, 80% des problèmes, c'est varroa, quoi. Hein, il y a Ouma là, qui va peut-être arriver en Ile-de-France, mais dans 3 régions actuellement, il ressort que sur les appels qui sont faits pour des troubles de mortalité aiguë, il y a 10% pour les pesticides, il y a 10% pour des maladies contagieuses et 80% c'est des autres troubles. Donc, les autres troubles, bon, ça peut être quand même du frelon asiatique, hein. Cette année, on a quand même eu des tas de ruchers qui ont eu des problèmes de frelons asiatiques. Et la majorité, ça reste quand même le varroa. Donc, pour les dates de commande, donc les commandes, là, elles ont démarré ici début janvier, donc ça va jusqu'au 15 février. On se met une date 15 février, on va vous les distribuer en mars. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des retardataires, et les retardataires, ça ne nous arrange pas du tout, parce qu'on fait des commandes groupées pour pouvoir vous proposer ces tarifs. On fait des commandes groupées avec les autres GDSA de la région Île-de-France, et donc les commandes groupées, il faut qu'elles arrivent, parce que les autres ont des réunions un peu plus précoces, des AG. Mais donc, pensez à essayer de bien respecter la date du 15 février pour vos commandes. Et après, on vous les délivrera soit à l'Assemblée générale le 18 mars à Trappes, ou soit le samedi 17 juin à Buc de 9h à 12h. Mais pensez, il y a toujours des gens, quand arrive fin juin, qui ne sont pas venus, ils ont oublié, pourtant on fait des relances. Donc pensez à donner des procurations, et donc il y a possibilité quand même que d'autres personnes vous les emmènent. Et moi, je pars en vacances au mois de juillet, et après, vous ne pouvez plus avoir vos médicaments pendant 2 mois. Donc c'est quand même dommage. Et donc, on insiste, pas de distribution en dehors de ces dates. Je vous assure que les gens qui rentrent les commandes, notre trésorier, la vétérinaire et moi-même, on passe quand même énormément de temps, hein, beaucoup plus qu'il ne faudrait, à cause de tous les gens, soit qui font des mauvais calculs, soit qui sont des retardataires. Nous sommes des bénévoles, et donc, essayez de ne pas nous user jusqu'à la moelle. Voilà, donc la prochaine fois, il y a eu un petit problème parce que ça devait être le 13 février, ça a été reporté au 15 février. Donc, Odile Fage vous parlera des maladies virales des abeilles. Et vous avez vu qu'on a des maladies virales avec les ailes déformées, hein, qui vont de pair avec varroa, mais on a aussi de la maladie noire, des paralysies chroniques, etc. Donc, ce sont des maladies quand même qu'on voit assez fréquemment, et il y en a aussi d'autres qu'on ne voit pas, mais qui sont bien présentes. Donc, je pense que c'est quelque chose, le 15 février, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. On n'a pas voulu faire ça à la Saint-Valentin. Et en plus, la veille, il y a un match du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich, j'ai vu. Donc, normalement, vous pouvez être présent. Et donc, l'AG du GDSAIF aura lieu le samedi 18 mars. Là, je vous invite à venir nombreux, hein, comme toujours.
On fait une assemblée générale assez rapidement et après on essaie de faire des conférences. On a fait des ateliers, je ne sais pas si on refera des ateliers cette année. Il faut qu'on reparle du frelon parce que le frelon, ça a été catastrophique en 2022, c'est une année record. Et donc, il faut qu'on mette des harpes électriques un peu partout. Si vous avez du temps en hiver, construisez des harpes électriques, des harpes électriques, pardon. Allez voir sur le site de la AVO. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant de mettre des harpes à partir du mois de juillet. Mais bon, c'est pas le but de ce soir, donc je vais m'arrêter là. Donc, le GDSAIF, comme toujours, on est plus dans la prévention, la surveillance et la lutte. Comme je l'ai dit, on est bénévole, donc pensez à ne pas nous user trop rapidement. Les visites sanitaires, vous pouvez en avoir une tous les 5 ans dans le cadre du plan sanitaire d'élevage. Donc, n'hésitez pas à contacter les TSA. On a maintenant 26 TSA pour le GDSAIF. Ils sont disponibles et quand vous faites des visites, tous les gens qui ont des visites sont très satisfaits parce que ça vous permet d'avoir un œil extérieur. Ce n'est pas du tout pour venir observer ce que vous faites, vous critiquer. Au contraire, c'est pour vous encourager à avoir les meilleures pratiques possibles. Donc, les vétérinaires et les TSA sont disponibles pour répondre à vos interrogations. Si vous avez un souci dans vos ruches, vous les appelez au téléphone, vous m'appelez au téléphone, etc. Moi, je reçois quand même beaucoup d'appels et donc on est là pour vous servir et vous aider. Donc, les alertes sanitaires, vous avez vu, on a eu des alertes famine, par exemple, ou des déficits en protéines, des alertes maladies virales aussi. C'est quelque chose qui est important. Quand vous avez quelque chose, vous nous le signalez, on peut passer des alertes. Si Omaha se met en place, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Omaha, mais je pense qu'il faut que Omaha doit servir comme ça et être réactif. C'est un observatoire des mortalités aiguës des abeilles. Et donc, si vous avez 10 apiculteurs qui vous appellent en 8-10 jours pour le même problème, il faut qu'on puisse lancer à tous les apiculteurs une alerte et qu'on leur signale un petit peu ce qui se passe. C'est le but du jeu. Voilà, bon, j'en ai fini.